Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du topo migraine et céphalée, donc dans lequel on va pouvoir maintenant aborder principalement les céphalées primaires qui sont finalement celles qui nous intéressent presque le plus. Donc la reine des céphalées primaires, c'est bien sûr la migraine. Donc un petit peu d'épidémiologie, c'est la céphalée primaire qui est la plus fréquente. Elle concerne quand même 12% de la population adulte, c'est énorme. Beaucoup plus de femmes que d'hommes, un début qui est le plus fréquent avant 40 ans, donc c'est assez rare de retrouver des céphalées migraineuses au-delà de 40 ans, mais c'est possible. On peut retrouver des céphalées migraineuses qui surviennent pour la première fois à 80 ans, ça nous est déjà arrivé. Donc il y a des crises migraineuses, c'est une maladie qui évolue par paroxysme, donc il n'y a pas de front constant à part dans l'état de mal, mais normalement c'est une évolution qui est paroxystique. En termes de physiopathologie, ça se traduit par une excitabilité neuronale anormale avec une activation du système trigémino-vasculaire, donc une implication d'un système nerveux et vasculaire. On retrouve une prédisposition génétique quasi systématique, il y a des facteurs environnementaux qui se surajoutent, et il y a quelques formes génétiques qui sont très rares, mais notamment la migraine hémiplégique familiale, qui est la plus classique. On distingue bien sûr deux grands types de migraines, les migraines sans aura, qui sont les plus fréquentes, et les migraines avec aura, qui sont plus rares, mais parfois un peu plus problématiques en termes de prise en charge, parce que les auras, quand elles surviennent pour la première fois, elles peuvent évoquer des diagnostics différentiels, comme un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, voire même une crise d'épilepsie en fonction de la symptomatologie. On a vu dans le précédent topo que les critères qu'on retenait, c'était les critères de l'ICHD3, donc une classification internationale concernant les céphalées. Pour la migraine sans aura, voici les critères. Il est important de noter qu'il faut au moins 5 crises pour poser le diagnostic de migraine sans aura. Donc le patient qui se pointe à votre cabinet ou aux urgences pour une première céphalée qui peut vous évoquer éventuellement une migraine, vous ne pourrez pas poser le diagnostic de façon absolue, il faut attendre qu'il y ait eu au moins 5 crises. Après, la plupart du temps, les patients, ils ont commencé à avoir des crises dans l'adolescence ou dans l'enfance, et à ce moment-là, c'est assez facile de poser le diagnostic. La crise de céphalée migraineuse doit durer au moins 4 heures, et maximum 72 heures. D'accord. Donc ça, c'est la définition qui est très importante aussi en termes de temporalité. Au-delà de 72 heures, si la céphalée correspond à une migraine classique que le patient connaît, on va pouvoir parler d'état de mal migraineux. Ensuite, la céphalée doit avoir au moins deux des caractéristiques que je vous ai listées ci-après. Donc une topographie unilatérale classique, on dit hémicrânienne, une tonalité pulsatile, l'intensité qui doit être modérée à sévère, et une aggravation de l'activité physique de routine, c'est-à-dire monter, descendre les escaliers par exemple. Donc vous voyez qu'une céphalée migraineuse peut très bien être ni unilatérale, ni pulsatile. Si l'intensité est considérée comme étant modérée à sévère, qu'il y a une limitation de l'activité physique et que les autres critères sont respectés, il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'hémicranie pulsatile classique. En revanche, il faut qu'il y ait au moins un des symptômes qui sont juste après, donc soit des nausées, soit des vomissements, et une photophonophobie. Attention, il faut bien qu'il y ait les deux. Dans la définition, ils le décrivent comme ça. Ils veulent qu'il y ait et la photophobie et la phonophobie. Et bien sûr, il ne faut pas qu'on puisse attribuer la céphalée à un autre diagnostic. Pour la migraine avec aura, c'est un petit peu différent. On peut poser le diagnostic à partir de deux crises. Les auras sont soit visuelles, ça c'est le plus fréquent, elles peuvent être sensitives, c'est le deuxième grand cadre. Beaucoup plus rarement, elles peuvent être motrices, on dit rétiniennes, du tronc cérébral, et ça peut parfois donner des troubles de la parole et du langage. Bien sûr, ça doit être réversible complètement. Ensuite, ils ont évoqué les trois des 6 caractéristiques qu'il fallait retrouver. Je vous amènerai juste à noter qu'il faut qu'il y ait un développement qui soit graduel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une installation brutale. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui s'installe un petit peu progressivement, au moins 5 minutes, qui persiste, mais qui dure moins de 60 minutes pour chaque symptôme de l'aura. D'accord. Bon, la latéralité éventuellement unilatérale, des symptômes positifs, donc des scotomes scintillants, des lignes brisées, je ne sais quoi, des paresthésies, voilà. Et l'aura peut être accompagnée d'une céphalée, mais attention, ce critère n'est pas obligatoire. Donc on peut très bien avoir un diagnostic de migraine avec aura, et les patients n'ont pas forcément de céphalée migraineuse. Bien sûr, à nouveau, voilà, il faut qu'on ait éliminé d'autres diagnostics, et notamment l'accident ischémique transitoire, dont je vous parlais juste après. Je vous mets ici un exemple de migraine avec aura, donc l'aura visuelle qui est vraiment la plus fréquente, que les patients décrivent très bien. Anciennement, on appelait ça des migraines ophtalmiques. Bon, il ne faut plus dire ce terme, c'est vraiment une aura visuelle. La plupart du temps, ça ressemble un petit peu à ça, donc une ligne brisée, un scrotum un peu scintillant qui se développe dans une partie du champ visuel qui va secondairement progressivement s'étendre jusqu'à parfois occuper tout le champ visuel, puis se résorber progressivement là aussi.
En termes d'aura sensitive, on en a toute une tripotée, entre guillemets, hein, des paresthésies, on peut retrouver une marche en fonction de la somatotopie, éventuellement des hypoesthésies, un tableau un peu plus déficitaire, et puis parfois, de façon quand même plus rare, on retrouve des troubles de la perception du corps, des dysmorphophobies, avec le classique syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, où les patients voient leurs mains beaucoup plus grosses qu'elles ne l'est, ou inversement se trouvent beaucoup plus petits. Les troubles du langage sont très variés. Souvent, ça va être un tableau un peu aphasique avec une compréhension préservée, mais une élocution qui sera perturbée. Et enfin, la migraine, l'aura motrice est exceptionnelle et se retrouve principalement dans les migraines hémiplégiques familiales que je ne vais pas aborder ici parce que ça me semble être trop spécialisé pour le programme de l'ECN. En termes de prise en charge, bien sûr, il faut éviter les facteurs déclenchants et le plus important, ça va être d'éviter les changements de rythme. Donc d'avoir un sommeil qui soit régulier, une alimentation régulière et d'éviter des consommations d'alcool importantes à des moments précis. Vraiment, ce qui est très très important dans les migraines, c'est d'arriver à avoir cette régularité dans un cycle de vie. En fait, on se rend compte que les patients, ils déclenchent des crises de migraine soit quand ils reprennent le boulot, soit quand ils partent en vacances. Les traitements de la crise qui nécessitent une prise précoce pour être efficace, donc il y a les AINS qui sont à prescrire en première intention et les triptans qui sont le traitement spécifique des crises de migraine. Attention, c'est pas un traitement de fond, c'est un traitement de la crise qui correspond à des agonistes sérotoninergiques qui ont quand même pas mal de contre-indications, notamment un antécédent d'AVC ischémique ou d'insuffisance coronarienne. En fait, c'est une composante vasoconstrictrice, donc qui peut être problématique chez ces patients-là et on l'utilise avec grande précaution chez les patients qui ont plus de 65 ans. Il y a pas mal d'effets secondaires qui sont classiquement décrits, mais les patients ont quand même une tolérance qui est correcte la plupart du temps. Notamment, ils peuvent décrire des sensations de chaleur, voire d'oppression thoracique, mais qui n'ont aucun rapport par contre avec une insuffisance coronarienne. Bon, là, je vous l'ai déjà dit, le repos, le sommeil qui font partie des traitements, mais les patients, en fait, quand ils ont une crise céphalalgique de migraine, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans le noir et ils essaient de dormir. En termes de traitement de fond, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut les choisir en fonction des contre-indications, de la tolérance, du choix des patients. En première intention, on a tendance quand même à mettre le propranolol, donc qui est un bêta-bloquant. Attention aux contre-indications habituelles, l'asthme, un BAV, voilà. Le topiramate ou l'Evitomax, c'est un traitement anti-épileptique qui marche assez bien, mais qui est contre-indiqué chez les patients qui ont déjà fait des coliques néphrétiques. L'oxétorum, c'est un traitement aussi qui marche pas mal, qui est assez usité par les Français. Un anti-sérotoninergique là aussi, mais qui est contre-indiqué en cas d'épilepsie. Voilà. Après, on en a plein qui peuvent plus ou moins bien marcher. La mitriptyline est une molécule qui n'a pas l'AMM, mais qui, dans notre expérience, a une certaine efficacité. Et c'est notamment ce traitement-là qu'on utilise dans les états de mal migraineux, donc on l'utilise en intraveineux. La mitriptyline, c'est le Laroxyl. Contre-indication des contraceptions ostroprogestatives chez les patientes qui ont des migraines avec aura, parce qu'on augmente le risque cardiovasculaire, de thrombose veineuse cérébrale notamment. Donc dans ces cas-là, on privilégie une contraception soit mécanique, soit un dispositif intra-utérin, ou alors une contraception orale progestative pure. Le diagnostic différentiel principal, je dirais, et c'est peut-être la seule céphalée primaire avec laquelle on pourrait confondre la migraine, c'est les céphalées de tension, mais qui a quand même des caractéristiques bien différentes. Donc la prévalence est majeure, quasiment tout le monde dans la population générale a fait l'expérience d'une céphalée de tension, qui implique des facteurs périphériques, notamment les muscles, et plus centraux, avec une dysfonction de la régulation des systèmes de contrôle de la douleur. Céphalée qui est tout sauf spécifique, souvent bilatérale ou holocrânienne, avec une sensation d'étau. Il n'y a pas de signe accompagnant, il n'y a pas de modification par l'effort, les mouvements. Et la plupart du temps, les patients arrivent à continuer leur travail, par exemple. Le traitement, il est aspécifique là aussi. On propose la plupart du temps du Doliprane en première intention. Beaucoup plus intéressante, l'algie vasculaire de la face, qu'on peut confondre, mais qu'on n'a pas le droit de confondre avec la migraine. Vraiment, les caractéristiques, vous allez le voir, sont tellement différentes que c'est pas possible de se tromper. Quand on a un patient qui a une algie vasculaire de la face, on ne peut pas évoquer une migraine, vraiment. Son nom en anglais c'est suicide headache, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une céphalée qui est tellement intense que parfois les patients peuvent être poussés à des extrémités comme le suicide. C'est une céphalée qui a une grosse composante trigémino-autonomique, une grosse composante vasculaire aussi. La prévalence est beaucoup plus rare que la migraine, et on va toucher plutôt l'homme jeune, et qui a une consommation tabagique active, qui est un des gros facteurs de risque. Le retard diagnostique est extrêmement fréquent, notamment parce que c'est des céphalées qui surviennent de façon assez cyclique, que ce soit en termes de journée ou en termes d'année. Donc il y a une saisonnalité des céphalées. Souvent les patients ils vous décrivent des crises
céphalalgiques qui reviennent, des crises d'AVF qui reviennent par exemple tous les ans au printemps. Dans la journée, la cyclicité elle est aussi assez marquée. Un des critères diagnostiques d'ailleurs, c'est la survenue nocturne, des crises nocturnes qui vont réveiller le patient. Je vous mets ici les critères de l'ICHD3. Donc la douleur elle doit être sévère à très sévère, au moins 5 crises à nouveau, mais ça on l'a très rapidement. Unilatérale et la durée est de 15 à 180 minutes. Je vous rappelle, dans la migraine, c'est 4 heures à 72 heures. Donc on n'est pas du tout sur la même temporalité. En revanche, dans l'algie vasculaire de la face, on peut avoir une répétition de crise sur la journée, jusqu'à 8 par jour, et là c'est des patients qui n'en peuvent absolument plus. On va avoir des signes associés qui sont des signes d'injection conjonctivale, de larmoiement, une congestion nasale, qui sont d'ailleurs tout le temps homolatéraux à la douleur, ça fait partie des critères. Voilà, je vous les ai mis ici, je vous les reliste pas. Un des autres critères très importants, c'est la présence d'une agitation. Donc les patients, c'est pas comme dans la migraine où ils vont aller se mettre dans leur lit dans le noir et se reposer. C'est ils se lèvent, ils s'agitent, ils bougent dans tous les sens et rien n'y fait, rien ne passe. Le traitement de la crise, deux possibilités. L'oxygénothérapie à haute concentration. On met 15 minutes, pendant 15 minutes, au masque à haute concentration. Ça sert à rien de le mettre aux lunettes, ça sert vraiment à rien. Et l'autre alternative, c'est le sumatriptan qu'on propose souvent aux patients, parce qu'on peut leur donner, et ils se l'auto-injectent quand ils sentent la crise arriver, mais c'est une seule injection par jour. Les mêmes contre-indications que les triptans dont on a discuté tout à l'heure, parce que ça fait partie des triptans justement. On peut proposer éventuellement un traitement de fond, c'est loin d'être systématique. Le traitement de fond en première intention, c'est le verapamil, donc un antagoniste calcique. On ne sait pas exactement pourquoi ça marche, mais le fait est que ça marche. On commence à 2 fois 120 mg, on peut l'augmenter progressivement, toujours une surveillance ECG. On propose le traitement en fonction de la durée des cycles douloureux, du nombre de crises par jour. Si le patient en peut plus, on peut éventuellement commencer du verapamil. Si ça marche pas, le lithium peut être éventuellement intéressant en deuxième intention. Enfin, la troisième grande céphalée primaire dont il faut avoir entendu parler après l'algie vasculaire de la face et bien sûr la migraine, c'est la névralgie du trijumeau. Donc une atteinte dans le territoire du nerf 5 avec des paroxysmes douloureux, mais il n'y a pas d'irradiation qui vont au-delà. D'accord ? La plupart du temps, on a une atteinte du territoire 5-2, beaucoup plus fréquente que les autres territoires, le 5-3 ou le 5-1. Le 5-1 c'est vraiment très rare, il faut rechercher une cause sous-jacente. Les douleurs, elles doivent avoir des caractéristiques assez précises. Elles durent moins de 2 minutes. C'est une décharge. Il faut que ce soit une douleur qui soit d'ailleurs neuropathique avec une intensité très sévère. Et là, vraiment le plus souvent, c'est les patients ils décrivent une décharge électrique et ça dure très très peu de temps. Par contre, à nouveau, ils peuvent répéter ces crises-là, parfois de façon très rapprochée. On retrouve souvent un trigger, donc une zone gâchette. Les patients, quand ils touchent telle ou telle zone du visage, ou éventuellement à la mastication, à la déglutition, ça peut déclencher des névralgies. Et bien sûr, il faut qu'on n'ait pas d'autres diagnostics, donc je vous ai remis ici le schéma avec les différents territoires du nerf 5. D'accord. 3 grands types de névralgie. La névralgie classique qui est due à un conflit vasculo-nerveux qu'on mettra en évidence en IRM. Donc devant toute névralgie du trijumeau, il faut faire une IRM cérébrale qui est orientée. Donc sur les demandes, il faut mettre recherche d'une névralgie du trijumeau, d'un conflit vasculo-nerveux qui pourrait en être la cause. Les névralgies idiopathiques sont à IRM normale, on ne retrouve rien du tout en dessous. Donc les névralgies classiques et idiopathiques font partie du même cadre, on appelle ça des névralgies essentielles. Et enfin, il y a les névralgies secondaires qui, elles, auront des IRM pathologiques avec une anomalie sur le trajet du nerf 5. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une lésion de sclérose en plaques sur l'émergence du nerf, ça peut être une tumeur, ça peut être un abcès, une inflammation. Tout peut entraîner une névralgie du 5 sur le trajet du nerf. Donc le 5-2, je vous ai dit, qui est plus fréquemment touché. Et en termes de traitement, on va proposer en première intention la carbamazépine, qui est aussi un antiépileptique à la base. Et parfois, on peut discuter d'une intervention chirurgicale, du gamma knife par exemple. Pour terminer ce topo, je vous ai résumé par un tableau les caractéristiques principales des 4 grands types de céphalées primaires. Pour que vous ne vous trompiez plus, donc entre la migraine, l'algie vasculaire de la face notamment, et pour qu'il n'y ait plus de retard diagnostique sur l'AVF, parce que c'est quand même un petit peu dommage de passer à côté du diagnostic alors qu'on a des traitements qui sont très efficaces, le sumatriptan, l'oxygène
à haute concentration, ça marche quand même pas mal. Donc là, le tableau, je vous laisserai le revoir tranquillement. Je vous ai mis le ratio homme-femme, bien sûr, l'intensité, la durée des crises, les signes associés, qui sont quand même peut-être les points les plus intéressants. Dans l'algie vasculaire de la phase, vous allez avoir l'agitation, par exemple, dont on a discuté, dans la névralgie du trigémeau, les triggers. Voilà, donc je vous laisserai revoir ce tableau tranquillement. On se retrouvera très bientôt pour d'autres topos, peut-être aussi pour les QCM, et puis je vous remercie pour votre attention.